Alors, je vais vous faire écouter tout ceci. Ça nous permettra d'avoir une idée. Rappelez-vous, j'avais dit quelque chose. J'avais interpellé. En réalité, j'avais dit que j'étais un peu surpris. Alors donc, je reviens ici. On va écouter ceci d'abord. On va écouter ici. D'accord? Alors, il y a eu appel. Ça, c'est... Il se trouve que c'est Maurice Badaba. Ça, c'était mon intervention, hein. Écoutez. Ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris, qui a établi un laissez-passer pour que le jeune Collé Babo soit extradé. Il y a une petite chose que je voudrais vous dire. 2 ou 3 petites choses. La première, partagez, je vous en prie. La nouvelle personne, n'oubliez pas de vous abonner sur ma page Keita Cheikh Oumar, d'accord? YouTube et Cheikh Oumar Keita, Facebook. Alors, je continue. En ce qui me concerne, d'abord, je voudrais avertir tout le monde. En ce qui me concerne, donne-moi une seconde là. Ce n'est pas parce que... Donne-moi une seconde. Je vais essayer de faire quelque chose ici. Permettez-moi rapidement. Je vais voir. Non, donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Je ne suis pas à Paris. On va Ça écouter. Ça m'a intéressé d'ailleurs. Mais j'ai la ferme conviction. Écoutez bien. Qu'il y a plusieurs. Ça, c'était mon intervention d'hier. Ça, c'était avant le procès en appel aujourd'hui. Donc, je vous en prie, prêtez une oreille attentive à tout ce que j'ai dit hier. Je vous fais écouter et puis on va continuer. Je ne pas d'accord. Plusieurs. Et c'est plusieurs quoi? Plusieurs façons de gérer ça. Je vais revenir sur les propos que j'avais tenus la dernière fois. Écoutez, sur l'implication de la justice de l'Union européenne. On va écouter. Parce que au niveau de la justice française, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. Il y a un cas de jurisprudence sur l'extradition d'un Africain vers son pays qui était demandé par les autorités du Burkina Faso. Et la justice française avait statué d'abord en retirant son passeport, en faisant traîner la procédure, tourner. Et au moment où la justice française donne l'autorisation, automatiquement son avocat avait déjà... Faut m'arrêter avec affaire de TikTok là. La cour de justice. TikTok là, c'est mon problème. C'est TikTok qui me nourrit. Tu veux m'emmerder avec TikTok, c'est quoi? Je suis pas sur TikTok. Si tu es facile, il faut te déconnecter. Là, moi, c'est quoi ça? Il faut venir me parler de TikTok encore, tu vas voir. On parle de choses sérieuses ici, le Dieu est là, tu n'es pas sur TikTok. Il n'y a pas quoi sur TikTok. Ce que je dis là, tu n'as pas compris? Ou bien de chier dans tes oreilles. Faut venir m'emmerder, je te bannis tout de suite, tu vas voir. On écoute. Comment cette merde? TikTok. Puisque la Cour de justice de l'Union européenne, la France n'est pas un pays de voyous comme la Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara, qui ne reconnaît pas la compétence de la juridiction, du moins d'une juridiction internationale. La juridiction française est soumise à la juridiction européenne. Donc, quand les avocats de François Compaoré ont saisi la justice de l'Union européenne, ouais, c'est ce que j'avais demandé. J'ai dit, faites tout pour que mon truc arrive sur les avocats. Ils sont bons. Les avocats sont très bons. Les avocats sont parfaits. Mais, souvent, les procédures, souvent, la façon de faire que les avocats sont tellement concentrés sur le sujet que des petits détails leur échappent. Voilà une situation. Vous avez tous entendu, hein, je crois, il y a l'avocat qui a parlé, l'avocat a parlé, il y a une autre personne qui a fait une autre interprétation, mais moi je reste confiant.
Mais je voudrais que chacun écoute très bien les propos que j'ai tenus hier. Je voudrais qu'on écoute encore. On continue d'écouter. La justice internationale de l'Union européenne, tout de suite, ils ont dit à la justice française d'attendre jusqu'à ce qu'elle se prononce. Donc, quand elle a réexaminé le dossier avec les arguments des avocats de François Compaoré, la justice internationale de l'Union européenne, tout ça, c'est pas... Bon, vous comprenez de quoi je parle. La justice, tout de suite, a dit que la décision de la justice française était politiquement motivée. Donc, la justice de l'Union européenne a cassé la décision de l'Union européenne. A cassé la décision de la justice française. Et François Compaoré est resté. Mais les Français... Là... C'est pourquoi j'ai dit aux gens, écoutez bien, c'est pourquoi j'ai dit à tout le monde, je ne crois pas qu'on ait fait une meilleure interprétation de la situation de Kony mieux que moi. Et je souhaite que les gens écoutent très bien tout ce que j'ai eu à dire. Pas avec les émotions, parce que moi, je ne vous dis pas ce que vous voulez entendre. Pour danser, danser. Moi, je vous dis ce que, je sais pas, je sais pas comment vous dire ça. En tout cas, je dis ce qui est juste. Je dis ce qui est vrai. Et je me fonde sur des cas précis. Je n'ai pas besoin de blaguer quelqu'un. Je n'ai pas besoin de belles paroles. Je n'ai pas besoin de m'attirer les faveurs pour avoir une certaine... Et puis venir faire danser les gens. C'est comme ça. Oh, famille, c'est bon. Moi, je ne suis pas dans les jeux d'émotion. La vie de quelqu'un est ici. C'est la vie du jeune homme qui est en jeu. C'est sa vie qui est en jeu. Et hier, je dis beaucoup de choses. Et curieusement, hier, c'est comme si Dieu lui-même il mettait ces paroles-là dans ma bouche. Vous avez tout vu. Les avocats vont vous expliquer ce que eux, ils ont fait dans la salle d'audience. Moi, je vous parle des choses spirituelles. Comme j'ai dit tout à l'heure. L'homme ne parle que de ce qu'il connaît. L'esprit parle des choses qui ne sont pas de ce monde. Des choses que vous voyez venir et puis vous dites. Et j'ai même dit, quelle que soit l'issue du procès d'aujourd'hui, j'ai dit, je reste confiant. J'étais convaincu que l'appel allait aboutir. Mais pour moi, ça n'a valé rien, ça ne disait rien. Il y a autre chose plus importante que l'appel. Et les avocats ont commencé à dénoncer ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Après, je vous fais écouter l'avocat. Une deuxième fois, ils ont fait exprès pour faire disparaître un autre document important. On l'a retiré. Le procureur volontairement a retiré un document important. Aujourd'hui encore. Vous pouvez imaginer ça? C'est pourquoi je vous ai dit ce procès-là. Ouattara joue sa survie politique dans ce procès. C'est pourquoi ils sont prêts, même si c'est pour dépenser des milliards, même si c'est pour surendetter la Côte d'Ivoire, Ouattara est prêt pour que Kony arrive, pieds et mains liés, livré comme un colis. L'agneau sacrificiel, c'est Kony. Je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un prophète. Mais écoutez, on va continuer d'écouter ce que j'ai dit hier. Tanotoura, il a commis l'erreur d'aller rendre visite à son grand frère malade en Côte d'Ivoire. Quand il voulait entrer, il s'est rendu compte que son visa, dès qu'il est sorti, ils ont annulé son visa dans son dos. Alors vous avez compris que politiquement, il y avait un problème. Je ne suis pas d'accord avec François Compaoré. Alors, ce seul exemple-là est suffisant pour les avocats de Souleymane Gbagbo de faire très attention. Et Dieu merci, ils l'ont dit. Ils ont l'impression que ce n'est pas la justice qui est recherchée. Ils ont l'impression qu'il y a une main noire derrière. Attendez, cette main-là, c'est aujourd'hui j'ai dit ça. Cette affaire de main noire, c'est aujourd'hui j'ai dit ça. Pourquoi j'ai évoqué le cas de François Compaoré? C'était à juste titre et c'était à raison. Si réellement c'était la justice qui était recherchée, même si François Compaoré, la justice, l'Union européenne, la justice du droit de l'homme, je ne sais pas, ce nom-là m'emmerde trop. Prenez ça comme ça, je vous en prie. Dès l'instant où la décision de la justice française a été cassée, normalement François Compaoré était un citoyen libre en France. Mais l'erreur, c'est que c'était plus la justice qui était recherchée par rapport à François Compaoré, mais c'était une vengeance.
Dès qu'il est sorti de la France, on a annulé son visa derrière lui. C'était politiquement motivé. Chaque fois que la France veut extrader un Africain, et qu'il y a ce genre de procédés et de procédures juridiques, croyez-moi, ne me croyez pas, il y a une intention maléfique et sataniste, politiquement, diaboliquement motivée. Et c'est le cas de notre jeune frère aujourd'hui. Je vous présente les faits, mais je ne dis pas que son cas est désespéré. Je l'ai bien dit hier. Je suis confiant. Wallahi, Dieu sait, je suis confiant. Je ne vous le dis pas pour que vous soyez heureux. Je le dis parce que c'est ce que Dieu met dans mon cœur. Je le dis parce que ce que Dieu me montre, tout ce qu'ils font là, moi j'ai déjà vu ça venir. Depuis le premier jour de son arrestation, moi j'ai vu le film de ce procès-là. C'est pourquoi j'ai donné des clés. J'ai donné des infos jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, on va continuer d'écouter. Je vais toujours combattre Blaise Compaoré jusqu'à sa mort. Mais, ici c'est ça. C'est la réalité. Non, mais c'est vrai. Vous vous rappelez aussi, quand il y a un petit idiot qui m'a dit, on fait appel parce qu'on ne peut pas, il dit, tu n'as rien compris. Alors pour moi, c'est ça, c'est les réalités qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi je dis, on a encore beaucoup de cartes à jouer. Voilà. Il y a beaucoup d'options, beaucoup d'opportunités. Donc, le cas Suleiman n'est pas désespéré. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est l'information d'abord que je voudrais donner à tous les Ivoiriens, à tous les Panafricains. Peu importe l'issue de demain, moi, je reste confiant. C'est pourquoi je dis... Je l'ai dit oui ou non? Vous pouvez me détester, vous pouvez me haïr. Mais je reste ferme sur ma position et sur ma conviction. Même ce que l'avocat a dit, c'est bien, il nous donne des informations. Mais moi, je ne suis pas confiant parce que l'avocat a parlé. Je ne suis pas confiant parce que je suis confiant parce que j'ai foi et confiance à mon Dieu. D'assez, c'est tout. C'est tout. Je vais vous permettre d'écouter un tout petit peu et puis on va développer. Faites parvenir mon intervention à ces avocats. Non pas que je vais leur apprendre quelque chose, mais tout simplement qu'il y a une jurisprudence. Et j'ai toujours dit, dès les premiers jours, j'ai dit, je ne fais pas confiance à la justice française. Alors, venez me prouver que ce que j'ai dit est faux. Ce jour-là, quand je disais que je n'avais pas confiance à la justice française, je n'imaginais pas que cette justice-là allait me donner raison, en faisant appel. L'appel démontre qu'il y a visiblement une autre main derrière. Est-ce que mon direct n'est pas fini ici? Non, on n'a pas encore fini. J'ai arrêté puis il est parti me coucher. Après, c'est révélation? C'est pas révélation. Ce sont des choses que vous devez savoir. Deuxièmement, ça c'est d'abord le premier point qu'on va développer. Le deuxième point, c'est la vidéo que je cherche malheureusement que j'ai pas. Sur le dépôt, a fait une intervention dans laquelle... Et ici, c'est là maintenant, quand j'ai dit, c'est pas désespéré, je n'ai pas peur, je suis confiant. Écoutons cette dernière partie et puis on va revenir pour discuter. On va écouter ça. Ça, c'était hier, hein? Il dit que le procureur, pourquoi on veut d'ailleurs extrader Souleymane Gbagbo en Côte d'Ivoire, et que même s'il va aller dans notre pays, on ne va pas l'accepter, que parce que c'est un citoyen ivoirien. Et qu'à ce fait, seule l'ambassade de Côte d'Ivoire peut produire un laissez-passer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas entendu ça au procès? Il y a un monsieur qui est venu avec un costume là, qui dit il va rester en détention pendant 26 jours, 26 ou 28 jours, et pendant les 26-28 jours, ils vont demander à la Côte d'Ivoire, à l'ambassade de Côte d'Ivoire de donner des documents pour que Souleymane puisse voyager. Aïe. Aïe. Normalement, je devais être à 1 million de personnes connectées en ce moment. Je sais que ce que je dis, c'est tellement doux dans les oreilles parce que c'est la vérité, mais n'oubliez pas que d'autres personnes aussi veulent entendre ce que je dis. Donc n'oubliez pas de partager. Hein? Partagez. J'ai dit ça ici. Ce que celui-là a dit, et puis j'ai contesté, non pas qu'il ne connaît pas, mais je dis, je vais lui donner une information supplémentaire, peut-être qu'il n'a pas vu. Cela n'a pas été évoqué aujourd'hui, à la sortie du procès.
Ils n'ont pas dit qu'ils vont lui donner 28 jours et demander à l'ambassade de préparer les documents pour qu'on l'extradite en Côte d'Ivoire. C'est pas ce que j'ai dit? Ok, continuons d'écouter. En fait, ils ont dit qu'il n'a pas de passeport valide en cours de... Ah, je risque de faire de la tautologie ici. Bon, un passeport, je suis tellement pressé pour vous donner les bonnes nouvelles. Hein. En fait, dans l'explication de celui de Paris, salut, il dit, selon ce qui a été dit, donc, au regard des informations du procureur, Souleymane Gbagbo n'a pas un passeport en cours de validité. Et raison pour laquelle un laissez-passer a été établi par l'ambassade de Côte d'Ivoire, par le consulat ivoirien à Paris. C'est ce qu'il a dit. Donc, l'intervention de ce soir, par la grâce de Dieu, on va aller sur 2 points. Je vais commencer avec le dernier point. D'accord, on va écouter ça. Avant de donner ma position par rapport au procès de demain. Puisque demain, sera le procès en appel. Moi, j'avais terminé. Je voudrais d'abord rassurer mon jeune frère Soule de Paris pour le combat qu'il mène, les alertes. Mais j'aurais souhaité qu'il pousse beaucoup plus loin sa compréhension de ce qu'on appelle les documents administratifs de voyage. Que dit la réglementation internationale en termes de voyage? Je vais aider mon jeune frère à comprendre ici. Non. Il n'est pas le seul parce que même à la sortie, c'est pas l'avocat de Souleymane, mais il y a un autre monsieur qui était en costume qui a parlé de 28 ou 26 jours. Mais moi, j'avais fini mon direct depuis hier. J'avais déjà fini le procès de Souleymane Gbagbo depuis hier. J'avais déjà terminé avec la procédure. On peut dire, ah, c'est sur les réseaux. Moi, je m'en fous éperdument. C'est pourquoi je vous dis, moi, chaque mois qui était là, venez avec votre diplôme, votre PhD, votre doctorat. Je vous attends. Venez et pas en parler. Souvent, on trouve que je me vante. Est-ce que quand vous écoutez ça, et puis ce que vous avez vu aujourd'hui là, est-ce que ce n'est pas une raison que quelqu'un puisse se vanter que Dieu leur donne autant de compréhension sur les choses de ce monde? Pourquoi je ne devrais pas me vanter en remerciant Dieu? Tout ce qu'ils ont dit là, tous les tralala là, moi je suis d'accord. Pour moi, tout ça là, c'est les cubes mangés, c'est la tchéké, comme ma soeur, ma chérie Clémence sait le faire, couper les oignons, couper les tomates, mélanger, pas mal le bon garba. Hein? Ça, c'est les garbes, ça, c'est les petits. Le problème, c'est quoi? Quel est le fond du problème? Moi, je voudrais que les avocats de Souleymane Gbagbo aillent beaucoup plus loin que les débats. Parce qu'ici, ce qui est intéressant, on dit débat de fond. Pour le moins, à ma connaissance, il n'y a pas encore eu de débat de fond. Je vais vous expliquer. Merci, Karine. On n'a pas encore de débat de fond. Le débat de fond, c'est que les avocats puissent se poser la question devant le juge d'appel. Quel est le problème du procureur qui veut absolument voir Souleymane Gbagbo aller en Côte d'Ivoire? C'est ça le fond du problème. Tout le monde sait que Souleymane Gbagbo ne va plus rester en France, ça c'est une certitude. Le jour que je disais que c'était fini pour Souleymane Gbagbo, le jour où j'ai dit il n'y aura jamais papier en France. Ça c'était au 2e jour de mon intervention, mais la vérité est sortie aujourd'hui. Ils disent qu'on lui a donné 3 obligations de quitter la France. La première obligation de quitter la France a été annulée. La deuxième obligation de quitter la France était, il ne l'a pas fait, et puis la troisième obligation, donc il y a 2 obligations de quitter la France. Donc au total, il y a eu 3. Un qui a été annulé et 2 qui sont en cours d'exécution. Parce que moi, je savais même ce qu'on appelle le OQF. Puisque je n'ai pas vécu en France, ça ne m'a jamais intéressé. Est-ce que je savais même que mon jeune frère avait 2 OQF? Je ne savais pas. Mais j'ai dit, jamais ils vont lui donner papier. Après ça, c'est fini, il n'aura jamais papier en France. C'est pourquoi quand j'entendais Oxmo, peut-être on lui donnait des petits, il faut arrêter de te blaguer. Ils ne vont jamais donner papier à Souleymane, c'est fini. Il est déjà étiqueté, c'est terminé. Je sais comment ces choses-là fonctionnent. Je sais comment ces choses-là fonctionnent. Billahi. Je vous jure au nom de Dieu, je sais comment ça fonctionne. La politique a un seul visage. Mais la politique a plusieurs ramifications. Si vous comprenez le visage de la politique, si vous avez déjà été face à la politique, rien dans ce monde-là ne va vous surprendre avec nos dirigeants. Mais j'ai été face à face avec la politique.
C'est comme notre président Assimi Goïta dit, chaque jour que je me réveille, ça c'était avant qu'il devienne président, je faisais face à la mort. Moi, en tant qu'analyste politique, je suis toujours face à face à la politique et je connais le visage de la politique, c'est un visage qui est très laid. C'est un visage hideux, laid, vilain. C'est pas joli. Le visage de la politique, c'est pas joli. Les ramifications, droits de l'homme, liberté d'expression, liberté d'association, ce sont les ramifications. Mais le visage est très vilain. Vous n'avez qu'à regarder ce qui s'est passé au bureau ovale la dernière fois, le vendredi passé, à Washington, entre Zelensky et Trump. Vous n'avez qu'à regarder Alassane Ouattara pour comprendre que la politique, on va vous dire, oh, la politique, c'est une bonne chose. Et on va dire, oh, la politique, les gens vont vous attribuer, les gens vont, pardon, vous dire tous les, je sais pas. Ils vont maquiller la politique comme voilà la plus belle femme au monde, la femme que vous cherchez, la femme que vous voulez épouser, soit dans la Sram Fatia. Tu t'amuses à rentrer avec cette femme dans la chambre là. Tu vas chercher la porte, tu n'as pas trouvé la porte de sortie. Tu vas chercher fenêtre pour sauter, il n'y aura pas fenêtre pour sauter. La politique est cette maison. Quand tu rentres dedans, une fois que la porte est fermée, il n'y a plus d'issue pour sortir. Il n'y a plus fenêtre, il n'y a plus porte, il n'y a pas toi. Maintenant, comment tu vas sortir? C'est là que ta tête travaille. Mais et pourtant, tu dois sortir. Tu dois trouver les moyens pour sortir. La politique est une vilaine chose. L'instrumentalisation de la justice fait partie de la politique. L'arbitraire fait partie de la politique. Le crime organisé, le crime instrumentalisé, ça fait partie de la politique. Le mensonge, l'hypocrisie, ça fait partie de la politique. La politique n'est pas cette belle jeune fille vierge qui est arrêtée devant vous, vous la regardez, papa. Si je ne marie pas ça, je vais mourir sous banane. Tu la prends, tu rentres. C'est Emma l'Ouest. Les masques là tombent. C'est Kadi Touré, maquillage tombe. Et puis c'est Boubou qui est arrêté devant toi. C'est Gori qui est arrêté devant toi. C'est le singe qui est arrêté devant toi. C'est le masque guéri qui est arrêté devant toi. C'est pas le masque de Baoulé, hein, parce que les Baoulés là, ils sont très malins. Clémence qui est là. Les Baoulés là, le masque c'est joli. Les masques guéris, c'est ça. C'est une réalité. Merci à toi Issa, Yankee, merci Issa. Que Dieu te bénisse au-delà de la bénédiction qu'il m'a accordée. Qu'il te bénisse mieux que moi et plus que moi. C'est la bénédiction que je formule pour toi. Hein? Issa, c'est pas ça? Que Dieu te bénisse et t'élève mieux que Keïta. D'accord? Voilà. Alors, ici, moi je suis confiant. Parce que les avocats n'ont même pas encore joué toutes les cartes. C'est pourquoi moi je ris. Elle commence à rire. Ma femme Baoulé là commence à rire. Parce qu'elle sait. Attendez, après vous rentrez dans Google, d'après Google, vous rentrez dans Google de Go. Et puis vous mettez Max Baoulé, et puis Max Guéré, Max Wobé, Max Yakouba. Vous allez voir, c'est ce que j'ai dit, vrai ou faux. Les Baoulés, leur masque est joli, mais les autres là, faut pas les voir. Alors, ici maintenant, revenons sur la vérité, je vous en prie. Tout ça, moi, j'avais fini avec depuis hier, parce que je voyais déjà l'issue du procès. Mais moi, je vais être honnête avec vous. Je jure au nom de Dieu, moi, je ne compte même plus sur le procès. Il y a longtemps, je ne comptais plus sur le procès. Mais je voulais voir la démarche des avocats. Contrairement à ce qu'ils font, quelle autre démarche ils peuvent adopter? Parce que les procureurs, s'il y a une seule chose que les procureurs craignent au monde, eux vont se concentrer, par exemple, les procureurs. Surtout, c'est aux États-Unis qu'on voit ça beaucoup. Les procureurs vont toujours vous attaquer aux États-Unis sur deux points. Sur le pénal et le civil. S'ils perdent le pénal, le civil ne va jamais perdre. C'est pourquoi là-bas, les avocats sont plus spécialisés dans le civil. Parce que là-bas, il y a les arrangements. Demandez à Dominique Strauss-Kahn, il va vous expliquer. Les arrangements sont là-bas. C'est là où vous payez l'argent et puis l'affaire reste en bas. On ne parle plus, on ne va pas quelque part. Tu vois? Alors,
Il y a un bâtard qui est là, permettez-moi de le bannir là, et puis donc on y, voilà, et puis donc on continue. Hein, c'est pas ça? Voilà. Donc, ici, je répète encore, je répète, et je répète une dernière fois. Ce qui est important, moi, pour le procureur de Suleiman, le vrai débat de fond n'a pas encore eu lieu. Clemsia, le vrai débat de fond, c'est quoi? Vous qui êtes connectés en ce moment, le vrai débat de fond, c'est quoi? De vos amours. Quel est le vrai débat de fond? Le vrai débat de fond, c'est pourquoi un tel acharnement? D'accord, vous l'avez arrêté, on est 100% d'accord avec vous. Il est en situation irrégulière, on est 100% d'accord avec vous. Cela a été prouvé et cela, il le reconnaît lui-même. Mais le vrai débat de fond, c'est quoi? Pourquoi vous voulez absolument qu'il parte en Côte d'Ivoire? Et si les avocats ne font pas attention, dans tous les cas, je sais que c'est des experts, ils savent ce qu'ils font, mais il m'appartient de sortir aussi, de donner ma modeste petite contribution. Comme quelqu'un a dit hier, pourquoi tu n'es pas devenu avocat? Je suis déjà avocat ici, en vous parlant. Ce qui est bon, donnez-moi une seconde, ce que nous disons ici, ce qui est intéressant ici et ce qui est fondamentalement bon, le vrai débat de fond n'a pas eu lieu. Le vrai débat de fond n'a pas eu lieu. Jusqu'à présent, à ma connaissance, le vrai débat de fond n'a pas eu lieu. Oui, les avocats, ils ont argumenté, mais ils ont argumenté sur des documents. Ils ont argumenté sur l'attitude. Ils ont argumenté sur l'illégalité, ça frôlait, sur le caractère illégal de l'arrestation de Suleiman. Mais le véritable débat de fond, d'accord, il a été arrêté, on est d'accord avec vous. Puisqu'ils ont eu raison sur 2 points, ne l'oubliez pas. Le procureur a eu raison sur 2 points. Le premier point, l'avocat de Suleiman, merci pour les ballons, l'avocat de Suleiman, il a été clair, il a dit, l'ordre, comment ils appellent ça, l'ordre que le préfet a dit, l'ordre d'interpellation a été signé à 14 h. Et de 15 h à 20 h, 20h45, je crois, ils étaient devant le bâtiment, devant le building où loge Suleiman, où réside Suleiman. Et il a été interpellé. C'est pourquoi quand son ami, et là je vais revenir encore à son ami a menti. L'ami de Suleiman là, on dit le bon petit de Suleiman là, c'est un menteur. C'est un menteur. Dites au petit qui est sorti là, le bon petit de Suleiman, on nous dit de le laisser là. Je vais vous démontrer ici pourquoi Johnny Pacheco a eu raison. Je vais vous démontrer ici pourquoi le petit, il s'est piégé lui-même. Il aurait dû se taire. Et là, quand tu arrives sur le domaine de prédilection de Keïta, fais attention. Sinon, Keïta il va fermer ton bec pour toujours. Le petit dit, lui, il était chez Suleiman. Et quand lui voulait rentrer, Suleiman lui dit, son sac de riz est fini, il va descendre avec lui pour acheter du riz. Moi, quand je vais voir mon ami, il dit, il y a un épicier en bas, il va acheter son riz là-bas. Mais attendez, entre amis, on cause, parce que je ne sais pas s'il va acheter quelque chose, il mérite que je l'accompagne, peut-être ce sera beaucoup, je sais pas, donc on va quand même chez l'épicier ensemble. Et lui dit, il a laissé Suleiman est rentré chez l'épicier. C'est ce qu'il a dit, hein. Il est rentré, et puis du coup, lui, il entend des gens il entend du bruit derrière, il regarde Suleiman, que lui, il a commencé à crier, au secours, et quand lui veut s'approcher, il y a une voiture qui vient devant. Mais pour ceux qui connaissent Suleiman, pour ceux qui connaissent comment se trouve la résidence de Suleiman, la version du petit est fortement discutable. Il dit, quand lui veut s'approcher, il y a une voiture qui vient vers lui. Mais quand la voiture vient là, c'est pas, d'après ce qu'on nous a dit, c'est lui qui filme Suleiman. Mais quand tu as vu, pourquoi tu n'as pas sorti ton téléphone? Pourquoi tu t'es pas mis à une certaine distance et puis filmer Suleiman? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Et puis dit après, les gens sont sortis, ils ont dit c'est la police, et puis ils ont mis leur truc. Mais pourquoi tu n'as pas filmé? Aux États-Unis, on filme les policiers tous les jours. En France, on filme les policiers tous les jours. Dans tous les pays du monde, on filme les policiers, surtout quand il y a une bagarre qui est engagée. Mais jamais il n'a filmé.
Ça, c'est un premier point que tout le monde a gardé en esprit. Deuxièmement, là où ça devient, son récit devient accablant et dangereux, là où son récit devient dangereux, je vais vous le dire. Il est impliqué dedans, moi je vais vous démontrer tout de suite. Au procès d'aujourd'hui, lorsque les avocats de Suleiman ont soulevé le caractère illégal de la procédure, le juge d'appel dit, au-delà de 6 heures, je répète, au-delà de 6 heures, le PV du préfet devenait caduque, nul. Mais regardez curieusement, Suleiman dit, le temps où le PV a été émis et l'arrestation de Suleiman, il y a eu 5h45. C'est-à-dire, le petit savait que s'il restait 30 minutes de plus, 20 minutes de plus, c'était fini. Donc, pendant 5h45, le petit a fait tout pour que Suleiman sorte de la maison avant les 6 heures. Parce qu'après les 6 heures, le PV devenait nul. C'est pas une coïncidence. Moi, je ne marche pas avec les coïncidences. Je ne crois pas aux coïncidences. Quand vous êtes une taupe, il y a une façon pour les gens de vous alerter. Qui sait s'ils ont lancé son numéro, ils ont bipé son numéro et que son téléphone qui est dans sa poche, ils savaient tout de suite que c'était eux. Donc, Suleiman, je m'en vais. Il y avait tous les moyens pour le contacter. On bip son téléphone, on vibre son téléphone, il regarde, il sait que c'est eux, Suleiman, je m'en vais. Donc, s'il restait plus, c'était fini. Les avocats de Suleiman auraient raison. Et c'est ce que le juge a dit aujourd'hui. Il dit, même si c'était 6h01, Suleiman partait chez lui tout de suite. Il sortait du tribunal tout de suite. Mais il est resté dans le temps, c'est-à-dire 5h45. Donc les 15 minutes, il a été alerté, sort avant les 15 minutes. Ou un message, un texto, il a vu ça, il a regardé et Suleiman ne prêtait pas. Parce que Suleiman ne pouvait pas imaginer. Et c'est là que je dis son ami est dans le coup. Ce jeune homme est dans le coup. Ce n'est pas moi. C'est le juge même qui a noyé le petit. Ce n'est pas Johnny Pacheco. Parce que quand le petit est sorti, j'ai entendu sa version, je suis resté sur mes feuilles, j'ai dit, il y a quelque chose qui me dit, ce qu'il dit n'est pas vrai. Mais comment je peux prouver que ce qu'il a dit est faux? Mais quand vous restez en contact avec Dieu, quand vous restez collé à Dieu, forcément, quelque chose va se produire. Les propos qu'il a tenus et ce que le juge d'appel a dit me permet de dire, sans risque de me tromper, que le petit est dans le coup. Et ce que Johnny Pacheco a dit est vrai, c'est vrai. Pourquoi c'est à 5h45? Pourquoi le petit n'est pas resté plus longtemps? Pourquoi ce jour précisément? Pourquoi ce jour 1? Pourquoi les 15 minutes 2? La date et l'heure. Le préfet émet l'ordre d'arrestation, l'ordre d'interpellation. Pour que cela soit caduque, il faut 6 heures. Et lui, il se trouve chez Suleiman. Il sort avec un Suleiman. Ce n'est pas nous, c'est le juge même qui a dit. Le procureur n'a même pas débattu parce qu'il c'est un indique du procureur, c'est un indique du préfet et il est en harmonie et en accord avec le consulat et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Donc le petit sait. Dieu seul sait combien de millions ils ont versé dans son compte ici, à Abidjan. Dieu seul sait combien on a donné à sa famille. Dieu seul sait combien on est prêt à verser s'il réussit à faire. Donc son rôle était de faire sortir Suleiman du bâtiment. Et il l'a bien fait. Il a réussi cela. Donc petit, bon petit de Suleiman là. Que Dieu te maudisse à vie. Que Dieu te détruise. L'argent là, si tu as mangé là, que tu vomisses dans le sang, ce que tu as mangé là. Et Dieu ne va pas te laisser petit. Tu es sorti, tu as menti, tu es coupable. Ici, le juge a démontré par A plus B que tu étais dedans. Le juge ne t'a pas nommé ma cité, mais l'explication du juge nous permet de tirer les leçons. Même les avocats de Suleiman n'ont pas vu ça. Quand Keïta dit n'est pas camarade de quelqu'un,
Le petit, il a quelque chose à voir dedans. Le petit, attendez, je vais lire quelques commentaires et pas encore. On va continuer. Oui. Non, ma chérie, mon frère, moi je ne suis là que pour faire les interprétations. Je vous ai toujours dit que moi, l'administration, les bureaux, vraiment je suis pas fan de ça. Je me suis assis dans le bureau en Côte d'Ivoire, je me suis assis dans le bureau aux États-Unis. J'ai plus envie de m'asseoir dans le bureau. Mon seul bureau me suffit. Hein? Donc ça c'est un premier point. Je vous le dis avec la plus grande certitude, avec l'absoluté de toute la vérité, le petit il est responsable dedans. Regardez très bien. Le jour, il n'y a pas eu de coïncidence. Regardez le délai entre l'émission de l'ordre d'arrestation. L'émission de l'ordre d'arrestation, le délai c'est 6 heures. Après les 6 heures, ça devient caduc. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. Alors, on fait tout pour alerter le petit. 5h45, il faut laisser un peu de temps. Il faut vraiment mélanger. Il faut mariner Suleiman. Il faut mariner Suleiman. Il faut gagner la confiance de Suleiman. Parce qu'il dit, Suleiman lui a montré la vidéo qui a fait 1 million et qu'il dit, je serai dans le problème. Mais le petit savait ce qu'il faisait. Il savait très bien. Ça, c'est un élément que vous devez retirer. Deuxièmement, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète une dernière fois, il y a 3 OQF qui ont été donnés. Un premier, c'est-à-dire l'obligation de quitter la France. Un premier a été donné, ça a été annulé. Un deuxième était en cours. Et puis un troisième a été émis. Donc logiquement, il n'y a aucun moyen pour Suleiman d'avoir des papiers en France. C'est terminé. Et ça, je ne le savais pas. Mais ma position a toujours été claire. Que Suleiman ne reste plus en France parce que la France n'est plus sûre pour Suleiman. C'est l'expression que j'ai utilisée. Vous pouvez retrouver ça dans mes interventions. Maintenant, quand j'ai parlé par rapport à Soule de Paris, par rapport aux documents de voyage, c'est là que ça devient intéressant. Et c'est là que les avocats de Suleiman doivent faire beaucoup attention parce que la Côte d'Ivoire a plus d'un tour dans son sac. Et je vous ai dit, Ouattara joue sa survie politique ici. Suleiman doit être l'agneau sacrificiel. Sinon, les vrais débats de fond n'ont pas commencé. Et je le dis, les vrais débats de fond n'ont pas encore commencé. Quels sont les vrais débats de fond? Que veut réellement le procureur? Ça, c'est une des questions qui nous amène dans les vrais débats de fond. Que veut le procureur? Alors, gardez-le dans, vous appelez le centre de rétention. Il y a un pays qui est prêt à l'accepter. Parce que ici, il faut que Suleiman ait droit à la parole. Mais les avocats, l'erreur que les avocats sont en train de commettre, ils veulent forcément que Suleiman soit un homme libre pour qu'il organise son voyage sur le Mali. Cette procédure-là, moi, personnellement, je ne suis pas pour ça. Je vais être honnête avec vous. Là où les avocats doivent jouer fort, c'est de se rappeler. Je leur ai donné 2 cas d'express. 2 cas. 2 cas et 2 cas. Et alors, est-ce que je dois encore parler aux avocats de Suleiman? Souvent, moi, je vis ça tous les jours. Hein. Je vis ça tous les jours. Quand les gens viennent travailler chez moi, des professionnels, et je leur dis, attends, il faut faire ça. Ils disent, ah non, on ne peut pas faire ça, patron, on peut faire ça comme ça. J'envoyais des gens une fois pour installer des lustres chez moi ici. C'est moi qui ai acheté, hein. Ils sont venus. Et pour installer, ils sont en train de se tourner la tête. J'ai dit, mon père était entrepreneur en bâtiment. Et il a construit notre maison et je sortais chaque fois pendant les vacances, depuis l'école primaire jusqu'au lycée. J'étais toujours avec mon papa. Mais c'est quand on a commencé à pousser les barbes là, on a commencé à avoir les petites copines, on n'a plus le temps pour être avec le vieux. Sur à l'époque, je sortais toujours avec lui. J'ai dit, j'ai vu un peu, il dit, mais ce que vous vous fatiguez. J'ai dit, faites comme ça, et puis vous allez voir. Il dit, ah, quand on vient chez toi ici, on apprend toujours quelque chose. J'ai dit, bon, ajoutez ça sur votre expérience professionnelle. Les avocats doivent comprendre une chose. Ce n'est pas parce que vous êtes avocat. Il dit, ça fait 26 ans que lui. Moi, je comprends, mon frère. Tu peux faire 40 ans même parti là-bas. J'ai démonté Choguel ici, qui a 50 ans de carrière politique. J'ai démonté Choguel ici devant tout le monde. J'ai démonté Choguel ici devant tout le monde. 50 ans de vie politique.
Et je lui ai montré qu'il n'est pas à la hauteur. S'il n'est pas d'accord, qu'il m'invite dans un débat public. Je vais l'humilier devant tout le monde. Et je m'en fous de tes 50 ans de vie politique. Mais ce que tu as dit n'est pas vrai. Et tes propos, j'ai tout démonté ici, devant tout le monde. Plein midi. Les avocats de Suleiman, je les respecte et je comprends leur position. Mais je suis en train de leur dire quelque chose, de faire beaucoup attention. Quand j'ai évoqué le cas d'Edward Snowden, en plus de François Compaoré, pourquoi j'ai parlé d'Edward Snowden? Edward Snowden, je ne sais pas s'il était en Malaisie. C'est dans quel pays qu'était Edward Snowden? Trouvez-moi le nom du pays. Il était là-bas, les Américains ont annulé son passeport. Il a pris l'avion des États-Unis et quand les Américains ont su qu'il est sorti avec un document, parce que la NSA savait tout de suite, on a même le numéro de son passeport. Et tout de suite, ils ont annulé son passeport. Donc, Edward Snowden ne peut plus embarquer dans aucun avion dans le monde. Il était dans une zone de transit. C'est dans quel pays là? Clem, il faut chercher le pays pour moi. Batili, tu es là. Cherchez-moi le pays. Il était, non, non, il n'était pas à Londres, c'est nous. Cherchez. Les Américains ont annulé son passeport. Mais dans la zone de transit, on ne peut pas aussi vous arrêter comme ça. Il faut que les agents de votre pays d'origine viennent vous chercher. Aucun autre pays ne peut vous arrêter. C'est comme une zone internationale. Il y a dans la mer, vous avez la mer, il y a la mer internationale, même dans le ciel, il y a l'espace international. C'est un peu comme ça. Thaïlande, c'est ça. Il était dans un pays comme ça. Et personne ne pouvait l'arrêter parce que juridiquement, dans cette zone-là, il est libre pour le moment. Même le pays où il était encore protégé parce que ce petit espace-là, c'est attendez, sur la frontière terrestre, là, au niveau des frontières terrestres, on appelle ça no man's land. D'accord? Au niveau des frontières terrestres, on appelle ça no man's land. Donc, vous êtes là-bas, vous n'êtes ni dans votre pays, ni dans un autre pays. Maintenant, s'il y a quelque chose qui vous est reproché, ceux de votre pays peuvent venir vous prendre et aller avec vous. Donc, Edward Snowden, en annulant le passeport d'Edward Snowden, on pouvait venir le prendre là-bas. Seuls les Américains pouvaient le prendre. Mais alors, Edward Snowden, avec le jeune Julien de Wikileaks, tout de suite, Julien est rentré en contact avec ses ramifications en Russie. Ils disent, on ne peut pas l'accepter si on n'a pas la certitude qu'il peut nous servir. Donc, tout de suite, il avait, je crois qu'ils avaient 2 heures, 3 heures ou 6 heures comme ça. Ça ne valait pas, en tout cas, c'était pas au-delà des 6 heures de temps. Donc, en 6 heures de temps, il fallait trouver tout de suite une solution au problème de Edward Snowden. Sinon, la CIA avait déjà embarqué. Et la CIA était déjà rentrée dans l'espace aérien du pays en question. Donc, il fallait faire vite. Et il y avait un seul avion qui était disponible. Et l'avion devait décoller pour la Russie. Il fallait trouver tout de suite un compromis avec la Russie. Donc, Edward Snowden était là. Il se disait que c'était fini pour lui. C'était fini pour lui. C'était compliqué entre son hôtel, ceci. Donc, en tout cas, il ne pouvait pas. Il était avec une dame, parce que j'ai regardé le film. J'ai regardé le film, la réalité. Le film a été retracé dans les moindres détails. Et Snowden lui-même racontait dans le film. J'ai regardé de bout à bout tout le film, comment il a échappé à l'administration de Barack Obama. Quand on a annulé son passeport, il ne pouvait plus. Donc, il y a la négociation qui a commencé avec la Russie. Et c'est à la dernière minute que la Russie a accepté de produire et laisser passer, en plus de son passeport, qui lui permettait d'embarquer dans un avion pour la Russie. C'est ce qui s'est passé. Ils sont allés le chercher. Et je crois, ils ont utilisé tout ce que vous pouvez imaginer. C'était un film même d'espionnage, les gars. Ils ont tout utilisé. Et puis, pop, il a embarqué dans l'avion, il a tiré en Russie. La CIA a atterri. Au moment où la CIA atterrissait, l'avion de Snowden décollait. C'était un avion commercial, je vous en prie. Donc, c'est pas un avion qui a été... Non. C'était un avion de ligne. Au moment où l'avion de la CIA descendait pour aller le récupérer, lui, il décollait avec l'avion pour
chose. Mon frère, vous posez des questions vraiment, soyez intelligent. Tu viens écouter Keïta, le nom du film. Je connais pas. Va dans ce, sois intelligent. Va sur YouTube, va sur Google. Comment Snowden pose les questions toi-même. Moi, mon frère, t'es pas un petit garçon. D'accord? T'es pas un enfant. Si c'est un enfant, je peux lui donner. Mais réfléchis. Ce que je dis là, retiens une idée dedans, va taper dans Google ou bien dans YouTube, tout de suite, on va te passer, ou bien tape seulement Edward Snowden, comment Edward Snowden est rentré en Russie. Est-ce que j'ai besoin de te dire? C'est pas vrai. On doit tout faire pour vous. Subhanallah. Si tu peux pas te débrouiller, il faut me laisser. Alors donc, voilà comment Snowden a échappé aux États-Unis. Comment il a échappé à la mort. Mais lui, il n'a pas eu la chance que Koné a aujourd'hui. Les avocats sont là. J'ai donné 2 cas de figure aux avocats de Koné. Le cas Compaoré, c'est-à-dire François Compaoré, les avocats ont saisi la Cour de justice de l'Union européenne pour casser la décision d'extradition de la justice française. Ce que les avocats de Koné peuvent faire aussi. Même si l'autre avait un passeport diplomatique, d'abord qui a été annulé quand Dabeba est arrivé au pouvoir. Donc, il avait un passeport ordinaire. Et Blaise Compaoré lui-même a reçu la nationalité ivoirienne des mains d'Alassane Ouattara. Donc, combien normalement, quand il y a des idiots qui viennent ici, moi, je les balance de mon direct. Voilà. Donc, pour moi, c'est simple. Ici, je répète, quand vous venez dire des choses ici, et je répète encore, le cas Edward Snowden, le cas Blaise Compaoré et le cas François Compaoré. Je souhaite que les avocats de Souleymane Gbagbo, vous n'avez pas besoin d'écouter les propos de Keïta, mais posez-vous la question, comment Edward Snowden a pu échapper à la CIA, comment il a pu éviter la CIA pour se retrouver en Russie, alors que son passeport avait été annulé. Comment François Compaoré a pu échapper à l'extradition au Burkina Faso. Et comment Blaise Compaoré a pu obtenir une nationalité ivoirienne, alors qu'il n'avait pas renoncé à sa nationalité burkinabé en tant qu'ancien chef d'État. Il dit qu'il a présenté que la vie de Souleymane Gbagbo serait mise en danger, ce qui est une évidence. Il a parlé du cas Steve Biko. Mais si le procureur a fait appel, c'est parce que le procureur a été soudoyé. C'est parce qu'ils veulent absolument voir Koné en France être embarqué pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi quand le monsieur a parlé, le monsieur qui est sorti pour parler, je ne sais pas c'est quel monsieur, je ne sais pas, parce qu'il a dit quelque chose. Et là, si vous ne faites pas attention, vous allez tomber dans le piège. Il a dit que la justice va maintenir Koné pendant 26 ou 28 jours dans le centre de rétention. Et pendant ce temps, ils vont demander à la justice ivoirienne, Safrolais, à l'ambassade de Côte d'Ivoire, de produire des documents pour que Koné soit extradé vers la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que j'ai vu venir, je vous ai dit. Dites à Koné de renoncer à sa nationalité ivoirienne. Et s'il renonce, aucun procureur sur la terre des hommes, même pas en France, vous n'allez pas pouvoir l'obliger à aller dans un pays où il a renoncé. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il renonce. C'est simple. Je ne suis plus ivoirien. Je ne vais pas aller en Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut l'obliger. Il faut l'attacher. Et là, il y a un autre élément. La question des droits de l'homme va être soulevée. C'est pourquoi je dis qu'on peut momentanément renoncer à sa nationalité. Et vous croyez que j'ai dit ça pour orner la galerie hier? Parce que je connaissais déjà l'issue du procès. Comment tu peux savoir ça? Si vous n'avez pas une faveur avec Dieu, vous ne pouvez pas savoir ça. Alors, vous allez écouter ça. Loin de moi l'idée de lui donner des leçons, pas du tout.
Mais je dis seulement qu'il n'a pas élevé le niveau du débat. Merci, Clapsia. Merci, Le débat est resté trop plat. Merci beaucoup, Christian. Sous le départ, il est resté trop plat. Je le répète, il est resté trop plat. Il n'est pas de trop loin. Et c'est ce qu'on nous a fait du terre à terre. Même si c'est ce que son avocat a dit. Je vais vous démontrer par A plus B. Quand vous arrivez dans un pays et que vous faites une demande d'asile, vous êtes exilé politique, exilé économique, tout ce que vous voulez. Et puis vous n'avez pas un papier sur vous, c'est-à-dire que vous n'avez pas de documents. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous n'avez pas un passeport. On vous dit au moins d'amener un certificat de naissance, ou du moins un extrait de naissance, un certificat de nationalité, ou une pièce justificative avec votre photo qui prouve que c'est bel et bien vous, même si vous n'avez pas de passeport. Donc la question du passeport ici, je voudrais rassurer sur le départ, c'est un faux débat et c'est un faux problème. Personne ne peut être empêché. Je le répète. Le passeport n'établit pas votre nationalité. À combien de personnes Alassane Ouattara, le boucu, le voleur, le criminel, l'assassin, l'idiot voleur, manipulateur corrompu, à combien de personnes Alassane Ouattara a donné passeport? Passeport ivoirien, je veux dire. À combien de personnes? Est-ce que nous n'avons pas donné un passeport à Soro Guillaume? Est-ce que Soro Guillaume pour autant était malien? Non. Soro Guillaume n'a pas renoncé à sa nationalité ivoirienne, mais nous lui avons donné un passeport diplomatique. On a donné un passeport à Kémy Séba. Donc la question du passeport, c'est un faux problème. C'est pourquoi je dis aux avocats de Koné, les cas peuvent se ressembler, mais les cas ne sont pas les mêmes, je vous en prie. Les cas peuvent se ressembler, mais les cas ne sont pas les mêmes. Et le cas de Souleymane de Gbagbo, c'est un cas politique. Ce n'est pas un cas administratif. Si vous allez sur la question administrative, vous risquez de faire du tort. Et à Koné, et à nous qui soutenons le jeune frère Koné. Allez sur l'angle politique et détruisez la réputation de Ouattara. Et détruisez le petit procureur de Paris. Démontrez que ce procès-là n'est pas un procès administratif, mais un procès politique. C'est pourquoi j'ai demandé à ces avocats de rentrer en contact avec la justice des droits, je sais pas, avec la justice européenne. Au cas où, parce que si la justice européenne, parce que ici, les 26 jours là, contactez tout de suite la justice européenne pour casser ça, pour refuser ça, pour annuler ça. Souleymane n'a pas besoin de rester là-bas pendant 26 jours. Et les 26 jours, je ne vends pas cher la peau de notre jeune frère. En 26 jours, tout peut se passer. Empoisonnement peut se passer. 26 jours de détention, il peut être empoisonné. Si son ami n'a pas hésité à le trahir, on peut l'empoisonner là-bas. Je l'ai dit hier, je reviens encore là-dessus. Moi, je ne suis pas lanceur d'alerte pour les hommes, mais je suis lanceur d'alerte de Dieu. Ah, ça, c'est un nouveau nom. Oh, oh. Lanceur d'alerte de Dieu. Je suis lanceur d'alerte de Dieu. Et je dis, tout ce qu'ils ont dit à la sortie de l'audience là, c'est des choses que moi j'avais déjà anticipées. Donc, il n'y avait rien de nouveau qu'ils aient dit que je n'avais pas déjà anticipé. Rien de tout ce qu'ils ont dit. Rien de ce qu'ils ont dit aujourd'hui que je n'ai pas anticipé. Je répète, Souleymane Gbagbo, dis à ton avocat, attendez, le petit Oxmo là, il est où même? Le gars qui crie, il est, dites-lui que moi je dis, s'il ne veut pas qu'il devienne ma cible, Oxmo, c'est ça? Dites-lui que moi je dis, s'il ne veut pas devenir ma cible, il n'a qu'à appeler Souleymane Gbagbo, que Keïta lui demande de renoncer à sa nationalité ivoirienne. D'appeler son avocat pour dire, je renonce à ma nationalité ivoirienne. Pour qu'on entame autre procédure, en plus de ce qui est déjà en cours. Dites à Oxmo, je ne répète pas, c'est lui qui l'appelle, c'est lui qui parle à lui, que moi je dis, que Keïta dit, il veut pouvoir que tu deviennes sa cible. Appelle ton frère Souleymane et dis-lui de renoncer à sa nationalité ivoirienne. Edouard Snowden l'a fait, non? Il est où? Bien en sécurité en Russie. Renoncer à sa nationalité n'est pas la fin du monde. Renoncer à sa nationalité, c'est juste temporaire.
pour qu'un régime criminel dégage. Parce que s'il ne se reconnaît plus comme ivoirien, il y a un autre débat juridique qui sera soulevé par ses avocats. Sur quelle base vous allez l'extrader en Côte d'Ivoire, dans la mesure où il renonce à sa nationalité ivoirienne? Qu'est-ce que vous allez faire? Le forcer à aller dans un pays où il n'est plus citoyen de ce pays, qu'est-ce que vous allez faire? Quand nous avons quitté la CEDEAO, il ne peut pas quitter. Quand on a quitté la CEDEAO était obligée de reconnaître qu'on a quitté la CEDEAO. Donc, s'il y a une procédure, la procédure va suivre son cours après. Mais pour l'instant, avec effet immédiat, il ne se reconnaît plus comme ivoirien. Est-ce que ça, c'est compliqué que Suleiman le fasse? C'est compliqué pour que Osmo le lui demande. C'est compliqué pour que ses avocats comprennent. Parce que les avocats veulent prouver qu'ils sont forts dans un domaine. Mais ils vont se faire piéger dans ce domaine-là. Parce qu'aucune procédure n'est respectée. On a refusé à Suleiman. On a refusé d'abord de présenter aux juges que Suleiman a un passeport en cours de validité. Ça, c'était pendant le premier procès. Le deuxième procès, c'est-à-dire celui d'hier, parce qu'on est déjà mercredi aujourd'hui, non, on est déjà jeudi, pardon, il est déjà minuit ici, ils ont refusé encore devant, comment on appelle ça, comment dire ça, ils ont refusé parce que quand le juge a statué, le premier jugement, quand ils ont statué, le juge a dit, il y a un document important sur lequel les gens ont refusé de nous apporter, de nous faire parvenir ce document. C'est à la dernière mission, c'est au regard de ce document-là que nous avons demandé la relaxe pure et simple de Suleiman. Et curieusement, cette partie du juge, ils ont retiré ça encore du dossier en appel. Alors, pourquoi chaque fois le procureur est obligé de retirer tel document, de retirer tel document, de retirer tel document? Parce que le débat de fond, il reste encore ce que je dis. Le débat de fond est là encore. Le débat de fond, c'est quoi? Pourquoi le procureur veut forcément voir sur le Gbagbo extradé en Côte d'Ivoire? Mais si les avocats de Suleiman ne veulent pas soulever le débat de fond, Afrique des libertés, je crois que c'est leur université, ce n'est pas à Keïta d'apprendre à Afrique des libertés, hein, en France là-bas, hein. Mais Keïta parle en fonction des faits établis, des faits avérés. Je répète, Edward Snowden est en Russie, pas avec un passeport américain, pas avec la nationalité américaine. Même s'il n'a pas officiellement renoncé, aujourd'hui, il vit en Russie avec les documents russes. Soroguin vient chez lui ici avec les documents maliens. Franklin Yamsi, ce n'est pas Gbagbo Kone. J'ai toujours dit, Franklin peut faire son petit cinéma. Moi, je le dis. C'est pas parce qu'il est assis à l'université, il parle beaucoup. C'est mon petit frère. Mais il fait plus vieux que moi et ses cheveux blancs. C'est mon petit frère. Keïta, tu es âgé que Franklin, d'accord. Franklin, d'accord, a apporté la preuve qu'il est plus âgé que moi. Je fais plus jeune que lui parce que je m'entretiens, c'est tout. Parce que je suis frère. J'ai pas de cheveux blancs. C'est pas parce qu'il a cheveux blancs qu'il est plus vieux que moi. Arrêtez ça. Donc, je répète. Parce que, ici, ce que je veux dire encore, si les gens réussissent ici, Franklin lui-même, il n'a qu'à s'attendre. Le problème va commencer à lui. S'ils réussissent avec Soulé, avec d'autres jeunes sur les balles là, Franklin n'a qu'à attendre. S'ils réussissent avec lui là, tous les petits qui sont en train de faire vidéo sur Alassane Ouattara là, chacun n'a qu'à commencer à se préparer parce que ça va tomber sur eux. Alors, moi je suis très clair. C'est de dire, je suis pragmatique. Pourquoi le garder là-bas pendant 26 jours? Moi, j'ai un problème avec ça. Même si je l'avais anticipé. C'est de faire en sorte que Suleiman dise, bon, c'est simple. Hein? Son avocat n'a qu'à sortir. Il écrit sur l'honneur. Il écrit à main levée. Je renonce à ma nationalité. Avocat prend ses pifs, ça devant le juge. Maintenant, on fait débat de fond sur ça. C'est la seule base et c'est ce que je vois comme voie de sortie pour mon frère, pour le Sahel.
Sinon, pourquoi le garder pendant 26 jours et demander à l'ambassade de Côte d'Ivoire de produire des documents pour qu'il puisse voyager avec? Est-ce qu'il a dit qu'il va aller en Côte d'Ivoire? Mais que l'avocat soulève le débat de fond. Pourquoi voulez-vous le voir en Côte d'Ivoire? Je veux bien que le procureur explique au juge pourquoi il va aller en Côte d'Ivoire. Ah, parce qu'il est ivoirien. Mais est-ce que tu es son papa ou c'est ma petit bâtard là, de procureur? Tu es son papa ou tu es sa maman? Bâtard que tu sois. Tu es son père ou tu es... Il est libre, il est majeur. Il peut décider d'aller en Côte d'Ivoire. Il dit, bon, je ne vais plus aller en Côte d'Ivoire, puisque le Mali a déjà proposé de le recevoir. Si le procureur peut apporter la preuve que le Mali ne veut pas de lui, que le Niger ne veut pas de lui, que le Burkina ne veut pas de lui, qu'aucun autre pays ne veut de lui, en ce moment-là, il sera obligé d'aller en Côte d'Ivoire. C'est la seule façon pour les avocats de fermer la gueule de ce bâtard de procureur. Parce qu'il n'a aucune preuve écrite ni matérielle pour dire qu'aucun pays africain ne veut de lui. Aucun pays de la CEDEAO ne veut de lui. On ne vous demande pas de venir le parachuter dans un pays, mais nous, on est prêt à le recevoir. Est-ce que parce que je vais aussi dire à l'avocat de mon frère, maître, pardon, si nécessaire, rentre en contact avec le consulat malien pour avoir un document qui prouve que le Mali veut le recevoir. Faut pas aller tergiverser seulement devant un juge. Montrer un billet d'avion en tant qu'avocat, pour moi, c'est pas suffisant. Je vais pas t'apprendre ton travail, mais c'est pas suffisant. Un billet d'avion ne signifie rien. Dites à l'avocat que moi je dis, un billet d'avion, ça signifie rien. Si j'ai une crédibilité, si je suis respecté dans les palais présidentiels, en Afrique de l'Ouest et dans certains pays africains, anglophones y compris, je vous en prie, c'est parce que les gens sont d'accord avec... Non, je ne suis pas dans ça là, c'est-à-dire comme si... Non, non, non. Je veux que l'avocat me regarde droit dans les yeux, je vais lui dire, maître, billet d'avion, moi, c'est encore de l'amateurisme, malgré vos 26 ans de carrière au barreau de Paris, mais là-bas. Pardon, pardon, maître, je n'étais pas insulté, pardon. J'ai dit, moi, un billet d'avion, c'est pas suffisant, je suis désolé. L'expérience que j'ai, la connaissance que j'ai, ça ne suffit pas. À un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'ambassade de France disait, pour vous présenter à l'ambassade de France, si vous voulez demander... Non, non, l'ambassade des États-Unis, pardon. Si vous voulez voyager aux États-Unis, on vous dit de venir avec un billet d'avion. Souvent, on vous dit même de venir avec... Ça, c'est la France qui fait ça. La France dit, si vous voulez voyager, la France exige souvent que vous venez présenter l'argent liquide, 5 millions, souvent 10 millions. Le consul demandait ça. Pour être certain que vous avez les moyens de payer votre voyage. Ça, c'est pas on dit. Mon meilleur ami, opérateur économique en Côte d'Ivoire, établi au Mali. Il a des activités aussi économiques au Togo. On lui a demandé de venir avec 5 millions de francs au consulat. Tellement il était énervé, il est parti, il a rempli ça là comme ça. Il est venu, puis il a déposé 15 millions, pape. Il dit, petit pauvre, minable petit pauvre. Ça, c'est quoi? Et sur place, ils ont donné le visa pour lui, sa femme, ses enfants. Il partait avec ses 3 enfants, il a 2 jumelles, sa femme plus lui-même. Il est venu là déposer 15 millions sur la table du produit. Il dit, ah, mais pourquoi? Il dit, mais tu as dit ça, moi je t'envoie 15. Tu veux plus encore? Je laisse ça chez lui, je vais chercher encore, je vais te déposer. Le gars était énervé. Mais entre-temps, lui, il fait les va-et-vient entre la France et puis Bamako, entre la France et puis Abidjan. Il dit, je vais juste, mes enfants ont bien travaillé à l'école, je les emmène peut-être ma mère comme ça. Les Chinois, ils demandent ça. Donc, billet d'avion, là, c'est zéro. Les Américains demandent un billet d'avion. Mais c'est même pas certain que tu aies le visa avec ça. Donc, maître, pardon, Keïta n'avait pas dit que vraiment tu ne connais pas ton travail, mais Keïta dit, ça là, c'est à peu près. Keïta veut que tu ailles plus loin. Va au consulat de Bamako, à Paris, ou au consulat du Niger, à Paris, ou celui du Burkina, va demander qu'on te donne un laissez-passer. Tu mets ça sur le papier, sur le billet de Suleiman, et puis tu mets sur la table du juge. Monsieur le juge, on est prêt.
Je crois même la date de départ sur le billet, c'était pour le 7. C'est ce qu'ils avaient dit, le 7. Alors, nous, on demande. Ce qu'on demande ici, c'est simple. À défaut de faire tout ça, maître, commence à te préparer et puis saisis la Cour de justice de l'Union européenne pour casser toute décision qui ne va pas dans le sens pour préserver la vie. Parce que ici, la question de quitter la France n'est pas notre problème à nous. Non. Moi, je le dis. Quitter la France n'est pas mon problème. Dans tous les cas, il n'a plus le choix, il va le quitter. Mais, c'est où il va aller. C'est ça, c'est pourquoi je dis, la question de fond n'a pas été posée. Ouattara est un criminel. Ouattara est un voyou. Ouattara est un brigand. Ouattara est un menteur. Ouattara est un corrompu. Ouattara est maudit jusqu'à la 5e génération. Ce qui fait que ce qui sort de lui, c'est malédiction sur moi. Rien de bon n'est dedans. Un menteur pathétique, pathologique et pitoyable. Il s'appelle Alassane Ouattara. Donc, il faut que les avocats démontrent que Ouattara est un criminel de grand chemin. Qu'il montre à quoi ressemble la vie de Soro Guillaume aujourd'hui. Et pourquoi Soro Guillaume? Donc, c'est pourquoi le procureur vendu et corrompu, il se bat. Parce qu'il a vu le cas de Soro Guillaume. Bien accueilli. Aujourd'hui, Soro commence à devenir joli, jusqu'à faire face à sa barbe. il coiffe ça à la façon Hitler. Hein? Soro est là aujourd'hui. Il fait ses interviews avec le GPS. L'AES a réhabilité la vie politique de Soro. Et Soro aujourd'hui bien posé, bien à l'aise, et très bien protégé, très bien sécurisé. Ils ont peur. Et c'est cette peur-là qu'il faut présenter au monde. C'est cela qu'il faut dénoncer, refuser. Mais attendez, maintenant, quelqu'un dit, je vais me marier. Attendez, est-ce que... vous voulez rire un peu? Si vous voulez rire, là, envoyez plein de ballons. Les pouces, là. On peut plein de pouces. Je vois les pouces sur YouTube, là. Oh, mais YouTube, on fait pas aussi les pouces, les ballons, les cadeaux, on voit rien, c'est pas ça? YouTube, envoyez les cadeaux, je vois. Facebook, envoyez les cadeaux. Il y a une bombe que je vais lâcher tout de suite sur le procureur de Paris. Hein? L'envoie, j'attends. Faites vite, on va partir. On va aller se coucher, on est à carême. Hein? On va laisser les gens aller se reposer. D'accord? Allez, rapidement, allez, donne-moi une seconde. S'il n'y a pas son, tu vas aller chez toi à la maison et puis tu vas écouter ton son. Maintenant, je supprime. Si tu es garçon, il faut que tu t'embêtises encore. Tu vas voir ce que je t'ai fait. Vous êtes bien? Vous êtes prêts? La bombe arrive. Vous êtes prêts? Ok. Voilà ce qui va arriver. Je voudrais que le petit minable, le petit diabolique, il a qu'à leur demander quand on dit, les hommes, mariez-vous. Son président a marié qui? Lui qui veut forcer Soro et Suleiman là, aller en Côte d'Ivoire là. Est-ce qu'ils ont pu forcer leur président à marier une femme digne de ce nom? Ah! La femme de Macron, c'est qui? On dit c'est garçon transformé. Garçon transformé. Garçon devenu femme. Et depuis quel âge? Depuis qu'il avait 14-15 ans, le gars qui s'est transformé en femme avait quelque chose de diabolique et de sataniquement, humainement incorrect avec le petit garçon de 14-15 ans. Donc, quand vous, petit procureur, maudit que vous êtes incapable de régler la vie sentimentale de votre président, ne venez pas nous demander où on doit aller. Suleiman est libre d'aller dans n'importe quel pays. C'est pourquoi moi je lui dis, la première étape, c'est de renoncer à la nationalité ivoirienne. Je l'écris. Alors, reprenez mes propos. Sur YouTube, sur Google, sur Facebook, sur TikTok, sur partout, tout ce que vous connaissez, Snapchat. Keïta propose à Suleiman Gbagbo de renoncer à sa nationalité ivoirienne. C'est tout. Et vous allez voir quelle sera la tenue du prochain débat. Parce que quand ça ne va pas là, envoyez la bombe au milieu pour que les gens comprennent ce qu'il y a. On veut l'obliger. On veut l'obliger, c'est ta maman. Il y a un bâtard qui est là, Fousseni Traoré. J'avais dit pendant moi des jeunes, je ne vais pas insulter, mais des bâtards comme ça, là, il faut qu'on les enlève. Vous êtes d'accord avec moi, non? Maintenant, tu vas aller regarder ça ailleurs. Allez, bye.
Donc, c'est ça la réalité. Ah, tu viens, moi, je te chasse. Ta place n'est pas ici. Moi, je répète. Moi, je suis clair avec mon jeune frère. Petit Solo, renonce à ta nationalité ivoirienne. Viens au Mali. Est-ce que Keïta est mort? J'ai fait l'école primaire en tant qu'Ivoirien. J'ai fait le secondaire en tant qu'Ivoirien. J'ai fait le lycée en tant qu'Ivoirien. J'ai fait l'université en tant qu'Ivoirien. Mais je suis allé aux États-Unis en tant que Malien. Et je suis revenu des États-Unis en tant que Malien. Et j'ai renoncé, c'est pas seulement à la nationalité ivoirienne, j'ai renoncé à la nationalité américaine. Alors, vous croyez maudit que vous êtes là. Les gens se tuent pour avoir la nationalité américaine. Ils vont marier souvent des vieilles femmes, ils vont tromper les gens, ils vont épouser des femmes avec papier. Moi, je n'ai pas eu besoin de ça. Dieu m'a fait une faveur. Je dis, mais malgré ça, Seigneur Dieu, je vais rentrer dans mon pays. Il dit, tu n'es pas. Le jour que j'étais prêt, Dieu m'a donné la voie, je suis rentré au pays. Nationalité, c'est quoi? Parce que vous êtes américain, vous n'allez pas mourir. Mais je vous invite, après mon direct, rentrer dans YouTube et puis vous dites East Los Angeles. Et puis, il va vous montrer l'image. Donald Trump, pourquoi il a été élu avec un tel succès? Ce qui ne s'est jamais passé avec un président dans toute l'histoire des États-Unis. Parce que les Américains vivent l'enfer, la misère. Vous n'avez pas une idée pourquoi il a parlé de l'âge d'or. Faire revivre l'Amérique d'avant. Mais cette Amérique-là, c'est pas aujourd'hui. Vous n'avez qu'à regarder ce que l'ouragan Katrina a fait. Vous n'avez qu'à regarder récemment ce que le feu de Bruce a fait à Hollywood, à Beverly Hills. Vous n'avez qu'à regarder l'ouragan qui s'est passé tout récemment pendant la campagne de Donald Trump. Les Américains vivent la misère. Comment le président vient dire, désormais, il n'y aura plus de taxes. Même les pourboires, là, c'est ce qu'on appelle les tips aux États-Unis. Les tips, ce sont les pourboires. Il n'y a plus de taxes sur les pourboires. Il n'y a plus de taxes sur les social sécurité. Ça veut dire sur le social, ça veut dire quoi? Sur vos sécurités, on fait des prélèvements. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer. Quand vous travaillez, par exemple, vous n'êtes pas marié, vous payez plus. Moi, au début, je payais plus. C'est ça le problème. Quand vous êtes célibataire, donc, ils ont fait leur pays de sorte à obliger les gens à avoir des enfants. À obliger les gens à se marier. Et on ne te dit pas qu'il faut te marier, mais tu seras obligé. Parce que quand tu es marié et puis tu as des enfants, tu payes moins. Ta contribution est moins parce qu'on dit que tu as une charge. Et moi, je me rappelle, une fois, j'avais un petit souci comme ça, les policiers, ils m'ont pris, ils ont dit, oh non, tu files trop. Parce que j'avais une petite Acura 2 portiers là, qui était trop dangereuse. Quand je prends les freeways, c'est-à-dire les autoroutes, là, je suis parti. J'étais pressé, je devais aller en boîte et retrouver mes amis. J'ai dit, tu vas où comme ça? Pourquoi tu files comme ça? J'ai dit, j'ai des amis qui m'attendent, on doit aller en boîte. On dit, bon d'accord, comme tu es tellement pressé, voilà, ticket, il faut les payer. Mais les Américains, c'est ça. Et Trump, quand il est venu, juste une petite parenthèse, c'est l'argent qui l'intéresse. Il faut faire entrer l'argent. Le problème ici, moi je me rappelle, quand j'étais en train de faire mes documents, je suis mieux placé pour parler à mon jeune frère Babo Kone, il faut qu'il comprenne. Moi quand j'étais là-bas, quand je fait mes papiers, à l'époque de Babo Laurent, on devait m'envoyer des documents. Les gens avaient besoin de ces documents-là. Mais, à l'époque de Gbagbo Laurent, moi, je n'ai jamais accusé Gbagbo Laurent. Je ne l'ai jamais en voulu. Parce qu'il y a des gens qui se sont comportés comme des zélés. Ils ont refusé. Ils ont détruit certains documents. Ils ont refusé certains documents. Ils ont fait tellement de débats. J'ai dit, c'est simple. J'ai demandé aux Américains, est-ce qu'on peut le faire sans tout ça? Mais seulement, tous les diplômes que tu as eus, c'est zéro. J'ai dit, c'est moi, j'ai dit que j'ai besoin de diplômes. Moi, j'ai déjà pour moi dans ma tête, je m'en fous des diplômes. J'étais obligé, on était obligé de tout annuler. Et puis, refaire tous mes papiers avec le Mali, en fonction des informations que je donnais pour le Mali. Est-ce que moi, je suis pour autant mort? Quelqu'un qui a fait un papier jusqu'à il allait asseoir ses deux fesses là, sur banc d'université, étudier là-bas jusqu'à, et puis, en même temps, il renonce à tout. Mais, est-ce que ça a gâté quelque chose dans ma vie?
Donc, renoncer à sa nationalité, là, ça peut... Si demain j'ai envie d'être ivoirien, ça dépend de moi. J'ai dit, je suis d'accord. Si je n'ai pas envie d'être, dans tous les cas, même si j'ai marié ma soeur Clémence, ça va, ça, chérie. Je ne serai pas ivoirien. Oui, mes enfants sont ivoiriens, mais moi, c'est le choix que j'ai fait. Je ne serai jamais ivoirien, ça c'est clair. Dans ma tête, j'ai déjà enlevé ça. Mes enfants, oui, je m'en fous. Il y en a aux États-Unis, il y en a en France. Ils vivent là-bas, c'est leur problème. S'ils veulent garder la scène nationale, c'est leur problème. Mais moi, je suis fier d'être ce que je suis. Donc, de façon, ça s'emballe. La main noire qu'on voit dedans, là, je vous jure, Ouattara est en train de faire tout. Et je dis bien tout. Et le seul blocage, je peux me tromper, mais le seul blocage que je vois en ce moment-là, pour éviter que le gars soit extradé en Côte d'Ivoire, c'est d'aller au Mali, à l'ambassade du Mali, au consulat du Mali, demander que ce soit le Mali, le Burkina, le Niger, demander un document de là. Parce que désormais, c'est un visa AES. C'est ça qu'il faut comprendre désormais. Donc, un laissez-passer AES. Ce n'est plus un laissez-passer du Mali, mais un laissez-passer AES. Ce qui veut dire que laissez-passer AES pourra permettre à Solomon d'être dans n'importe quel pays de l'AES. Donc, Mali, arrêtez de dire ça. C'est pas mauvais, mais c'est un laissez-passer AES. Ça, c'est un point. Deuxièmement, Solomon, il a le droit de dire, au regard de ce que Ouattara fait et au regard de ce que je pourrais, donc il dit à son avocat, bon, à maître, j'ai la possibilité toujours de redemander ma nationalité. Si ils insistent, je suis en train de vous faire des propositions pour le moment, s'il vous plaît, écoutez très bien. Je vais commencer à ce que je propose, c'est qu'on est cogné sur Facebook. Wow. Alors, comme je le dis, je le répète une dernière fois. J'insiste, je répète une dernière fois. Demandez un laissez-passer Liptako Gourma. 2. Il a la possibilité, son avocat, je veux dire, a la possibilité de saisir la justice internationale de l'Union européenne ou la justice des droits de l'homme de l'Union européenne, je ne sais pas comment c'est appelé, mais il a ça c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, et ça, c'est quand, dans tous les cas, les trois ne peuvent pas échouer, c'est pas possible. Soit il va décider de venir tout simplement, il peut décider d'être, comment on appelle ça, de se séparer de sa nationalité. Les gens font ça tous les jours. La loi nous donne ça. La loi nous donne ça. Donc, comme je le dis, je le répète, les trois options-là ne peuvent pas échouer. C'est pas possible. Les trois options ne peuvent pas échouer. Saisir la justice de l'Union européenne. Demander un laissez-passer Liptako Gourma pour l'AES. Renoncer à sa nationalité ivoirienne. Ces trois-là ne peuvent pas échouer. Et on ne peut pas le garder indéfiniment contre sa volonté. On ne peut pas. On ne peut pas le garder indéfiniment contre sa volonté. Je répète, on ne peut pas le bloquer, on ne peut pas le garder indéfiniment contre sa volonté. Vous le gardez, ça fait 2 jours, vous le gardez, ça fait 3 jours, vous le gardez, forcément, vous allez à vos statuts. Voilà pourquoi j'ai dit, je souhaite que son avocat ou ses avocats, je souhaite qu'ils abordent véritablement les débats de fond. Parce que jusque-là, là, ce sont les débats de procédure. Et c'est dans le débat de procédure, là, ils veulent faire traîner les choses pour fatiguer le gars. Mais il faut aller dans les débats de fond. Pourquoi vous voulez absolument qu'il soit extradé en Côte d'Ivoire? C'est ça. Si vous dites qu'il est en situation irrégulière, il dit, je suis prêt à quitter la France. Mais c'est fini. Vous devez vous assurer qu'effectivement, le jour où il va décider de partir, il y a un billet d'avion qui est là, il y a un pays qui a décidé de l'accueillir, c'est fini. Mais pourquoi vous voulez absolument que ce soit fait par la Côte d'Ivoire? Si d'autres pays se proposent, si d'autres pays souhaitent l'accueillir, c'est son droit le plus absolu de choisir le pays qu'il veut. Vous dites que vous êtes un pays qui défend les droits de l'homme, mais vous biaisez en même temps les droits. Même si le monsieur il a une situation irrégulière, ça peut, on comprend tous. Il a une situation irrégulière, d'accord? Mais il dit, je ne vais plus, d'accord, je comprends que c'est une situation irrégulière, je ne vais plus rester, je vais partir, permettez-moi de partir. Où est le problème qui est là? Où est la complication qui est là? Où est la difficulté qui est là?
Alors, c'était l'analyse que je voulais apporter, malgré qu'on a les grands sujets qu'on aurait dû en débattre, c'est pas un problème. On aura toujours le temps de débattre des sujets importants, des sujets intéressants. Mais comme c'est Suleiman pour le moment qui capte notre attention, on va lui accorder toute notre attention, on va mettre toute notre baraka pour l'aider et pour l'accompagner, pour le soutenir, parce qu'il mérite ça. Il s'est battu pour non seulement le président Koudou Laurent Gbagbo, il s'est battu pour la Côte d'Ivoire, il continue de se battre pour les autres pays, y compris l'AES. Donc, si nous, à notre façon, on peut apporter une modeste contribution, nous le ferons avec plaisir, nous le ferons avec joie. Et tout en espérant que les choses se passent bien pour lui. Moi, ce sont les 3 propositions que je dis. Je répète, il y a eu des cas plus compliqués que pour lui, ces cas ont été gérés. Edward Snowden, c'était plus dangereux que pour lui, mais Edward Snowden a été reçu en Russie. S'il n'y avait aucun pays de l'AES qui voulait le recevoir, s'il n'y avait aucun pays africain qui était prêt à l'accueillir, on allait être dans de sérieux problèmes parce que l'option et le fait que le Mali, et là, prochainement, je vais développer, le fait que le Mali se propose de l'accueillir, et là, je vous jure, au nom de tout ce qui m'est cher, Alassane Ouattara, c'est le nom qu'il ne voulait pas entendre. Et il fera tout pour que cela n'arrive pas. Mais comme il n'est pas Dieu, et que le destin des hommes n'est pas de sa volonté, mais de la volonté d'un être plus supérieur, d'un Dieu plus élevé, donc, qu'il soit content ou pas, non, on s'en fout éperdument. Parce que déjà, son ennemi juré, Sorodium, se trouve ici. Alors, il se dit que l'AES deviendra une base arrière de tous les opposants qu'il veut tuer. Il ne peut pas les tuer. L'AES deviendra leur base arrière pour le déstabiliser. Voilà comment il comprend. Mais nous, ce n'est pas à ce titre-là. Nous, au moins, c'est à la bouche, on parle. Mais lui, il prend les armes pour tuer. Non, on ne prend pas les armes pour tuer. Donc, si Koné vient ici, je vous jure au nom de Dieu, vous n'avez pas une idée de l'implication que cela représente. Et Macron lui-même, c'est une menace pour lui. C'est pourquoi il veut absolument que le monsieur parte en Côte d'Ivoire. Et nous devons faire tout pour que cela n'arrive pas. Nous devons nous donner les mains, nous devons faire tout que cela n'arrive pas et demander à Dieu de nous aider dans ce combat pour que cela n'arrive pas. Steve Biko est là derrière. Il n'y aura pas d'autre après Steve Biko.